en fait, dans les générations suivantes, on a ce discours sur les parents que leur islam est un islam paysan, blédard, que c'est celui avec lequel ils sont venus des pays d'origine. C'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Mais effectivement, pour un praticien des sciences sociales, c'est totalement absurde. C'est-à-dire qu'en fait, les groupes existent, qu'on le veuille ou non, on peut le déplorer, mais ils existent, ils continuent d'exister. On n'est pas vierge d'attachement, on est avec des héritages. Même quand on s'individualise, c'est ça qui est très important, c'est qu'en fait, les groupes ne sont pas des essences figées. Et quand on pense aux Arabes, aux musulmans de France, en fait, il y a individualisation. C'est frappant. Hamza Ismaili, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes né au Maroc et avez grandi au Maroc. Vous êtes venu en France pour les études. Vous êtes normalien et vous avez fait le HESS. J'ai fait un master à l'ENS. Les normaliens ne seraient pas contents de m'entendre décrit comme normalien. Les subtilités des grandes écoles. Exactement ça. Et vos travaux portent sur la communauté musulmane de France, le réinvestissement de la tradition religieuse par les musulmans de France. La première question que je vais vous poser, c'est comment on en vient à s'intéresser à ce sujet de recherche quand on n'est pas vraiment issu de cette histoire. Eh bien, c'est une très bonne question, je vous remercie. Effectivement, moi je ne suis pas issu de l'immigration post-coloniale et ouvrière, je n'ai pas vécu cette expérience-là telle qu'elle s'est déployée en France. Je suis arrivé adulte en France, ma famille est au Maroc, dans une société à majorité musulmane. J'ai moi-même grandi en tant que majoritaire, ce qui est une différence, je crois, importante. Ce qui m'a attiré, en fait, c'était une raison politique. Moi, je viens d'un milieu de gauche, j'ai été militant, si on peut dire, dans ce qui a suivi les printemps arabes, c'est-à-dire voilà, tous ces mouvements de contestation qui ont eu lieu en 2011 dans une multitude de sociétés de la région. Et l'échec, en tout cas s'agissant du Maroc, mais plus généralement, je crois, l'échec de ces révolutions arabes, de ces printemps arabes, m'a un peu conduit à rechercher en fait une autre scène sociale où il me semblait percevoir une forme de conflictualité, de contestation très différente. Et il faut se rappeler que j'étais jeune, c'est-à-dire que tout ça est un petit peu grossier, comme je le dis, mais en fait, il me semblait voir chez je sais pas, ce qu'on peut appeler les Arabes de France, les musulmans de France, en tout cas un certain nombre disons les communautés issues de l'immigration post-coloniale ouvrière, j'ai cru voir, je crois voir chez eux, disons, les ferments d'un discours politique qui me semblait particulièrement intéressant. Et donc, pour ne rien vous cacher, j'ai voulu faire une thèse de doctorat et je l'avais appelé, mon projet de recherche à l'époque, s'appelait, alors j'étais Gramscien à l'époque, je me sentais très proche de la pensée de Gramsci, et je l'avais appelé marginalité et contre-hégémonie. Voilà, c'était pour dire que disons, réinvestissement de la tradition islamique en contexte minoritaire, en contexte de marginalité urbaine aussi, avait une charge critique qui me semblait particulièrement intéressante à observer. Une dimension dissidente. Tout à fait. Je vous en parle comme je le pensais à 23 ans. Avec les années, évidemment, les choses changent et on comprend de manière plus... En fait, moi, ma première expérience, je crois, de remise en question en fait, de cette perspective-là, ça a été dans le travail avec un groupe religieux que connaissent bien les musulmans et les musulmanes de France, mais qui ne l'est pas tant que ça dans le débat public. Ceux que j'appelle dans mon travail les frères de l'effort, qui sont les Tzpleri, ils sont plus connus sous ce nom-là, mais eux-mêmes en général ne s'appellent pas comme ça, ils s'appellent le Jod, Ikhwan al-Jod, en fait, les gens qui font l'effort, en fait. Et ce qui m'a été tout à fait, ce qui était très remarquable pour moi, saisissant, qui effectivement est grandi dans une société à majorité musulmane, c'était de voir en fait un discours religieux, théologique,
particulièrement complexe, beaucoup plus qu'on en dit. On a une vision de ce groupe comme étant particulièrement éloigné des savoirs religieux, des choses comme ça. Et en fait, moi, ce que je constatais, c'est qu'il y avait une finesse, une étendue du discours théologique qui me faisait penser que mes catégories un peu grossières de départ, marginalité contre hégémonie, étaient grossières. Donc, ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, ça a été de suivre en fait ce groupe-là, ces prédicateurs, pas simplement pour eux-mêmes, pas simplement pour dire à quel point leur théologie est intéressante, ou en tout cas qu'elle est novatrice par rapport à ce que moi je connaissais, mais aussi pour en fait l'interroger dans le rapport effectivement à une expérience particulière qui est celle de l'immigration postcoloniale et ouvrière. C'est ça qui était très important pour moi, c'est-à-dire en fait souligner une singularité, mais la rapporter en même temps à l'expérience d'un groupe qui existe. C'est un point qui était important aussi pour moi. Peut-être aussi, je peux en dire un mot, c'est que moi, je viens d'une discipline qui est la sociologie. Depuis, maintenant, je me revendique plutôt comme étant anthropologue, mais j'ai été formé en sociologie. Et en sociologie, depuis assez longtemps en France, domine ce qu'on appelle la sociologie critique, c'est-à-dire la sociologie inspirée de Pierre Bourdieu, donc évidemment un grand sociologue français, et qui, à mon sens, ne conçoit pas les groupes, conçoit les individus. C'est-à-dire en fait les individus en tant qu'ils sont déterminés par des positions sociales, les gens sont pauvres, ils sont dominés, etc. Tout ça est vrai, hein, mais moi ce qui m'intéressait, ce qui m'a semblé absolument frappant en fait dans le rapport à cette communauté qui était moi sans être moi, c'est-à-dire les Arabes de France ou les musulmans de France, c'était que c'était un groupe. Et qu'ils avaient une vie morale en fait, une vie morale qui leur était propre, qui était complexe, qu'on ne pouvait pas comme ça en fait décider, qu'on l'avait comprise en deux mots, marginalité contre hégémonie par exemple. Donc voilà, c'était ça qui était pour moi très important, c'est-à-dire en fait rompre aussi avec une manière d'aborder la société comme étant juste une collection d'individus, même si la sociologie en général les pense comme étant déterminée socialement par des positions sociales. Moi j'ai voulu montrer qu'il y avait beaucoup plus que ça, en fait, qu'il y avait un groupe qui avait une vie morale, encore une fois. Voilà. Et ça, c'est beaucoup le sujet justement de votre premier livre, en fait, la Cité des musulmans, où j'ai l'impression que l'un des grands points du livre, c'est de réinvestir cette question du groupe et de sortir de cette fausse dualité de l'individu face à la société. Et justement, j'avais une question là-dessus, sur cette dialectique entre le groupe et l'individu. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est éminemment français ou lié à la modernité? Parce que moi, j'ai souvenir que la Révolution française, on a eu, au moment de la Révolution française, le décret Le Chapelier, du 14 juin 1791, qui abolit les corporations, et qui dit dans son texte « Il n'y aura désormais plus que les individus et l'intérêt général ». On enlève toutes les médiations qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a une spécificité de la France sur cette question, ou est-ce que c'est plus global? Je crois que vous avez raison, je crois qu'il y a une spécificité française, mais qui en fait exprime, disons, la tendance moderne européenne en général. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'exprime, cette tendance moderne européenne, le plus en France. Mais c'est vrai que quand on travaille, par exemple, sur d'autres situations nationales, je pense à la Belgique ou d'autres pays, le Royaume-Uni, qui, comme vous le savez, a un pouvoir d'attraction très fort sur les musulmans de France, justement à cause de ça. En fait, on pense que le Royaume-Uni est plus tolérant à l'égard des groupes, de leur vie morale, des formes de vie qui naissent dans un groupe, etc. Alors tout ça pourrait se discuter et sans doute contester. Hein. Je pense que le Royaume-Uni comme Eldorado, c'est une idée qui hélas est fausse. Mais effectivement, il y a une spécificité française, je crois, c'est que la France s'est constituée comme pays sur un postulat égalitaire très fort né de la Révolution française, c'est-à-dire en fait tous les individus sont libres et égaux en droit et en devoir. Alors c'est le postulat général de la modernité européenne, mais c'est vraiment en France, dans le contexte français, que ce postulat a représenté en fait une partie essentielle de la conscience collective de la société française. Ça a mis des années à se construire, c'est pas juste la Révolution française, c'est tout le 19e siècle, c'est le début du 20e siècle, mais effectivement on aboutit à une situation où on peut le dire, un mot comme celui de communauté est un gros mot, évidemment, en contexte français. Je pense, parfois j'aime bien raconter cette anecdote, je me souviens, je ne sais plus pourquoi, je lisais un article sur une réforme, pensée de l'ordre des médecins. On pensait à ce moment-là réformer l'ordre des médecins, alors je ne saurais plus vous dire le détail, et l'article commence, un article d'un média français quelconque, avec l'expression « la communauté des médecins ». Et le premier commentaire sur l'article, c'est « il n'y a pas de communauté en France ». Alors qu'on parle de la communauté des médecins, c'est une expression
stylistique. Ça doit être encore plus absurde pour l'anthropologue en fait, cette négation des communautés qui sont une réalité. C'est-à-dire que je lui reconnais sa grandeur morale. Je lui reconnais en fait cette idée que en fait c'est une velléité de considérer les gens comme étant égaux, interchangeables, etc. Mais effectivement, pour un praticien des sciences sociales, c'est totalement absurde. C'est-à-dire qu'en fait les groupes existent, qu'on le veuille ou non, on peut le déplorer, mais ils existent, ils continuent d'exister. On n'est pas vierge d'attachement, on est avec des héritages. Même quand on s'individualise, c'est ça qui est très important, c'est qu'en fait les groupes ne sont pas des essences figées. Et quand on pense aux Arabes, aux musulmans de France, en fait il y a individualisation, c'est frappant. Il y a les grandes manifestations de l'individualisation sont là. En fait on a moins d'enfants, on vit en fait de plus en plus son autonomie individuelle. Donc en fait vraiment ça n'empêche pas, l'individualisation n'empêche pas en fait que le groupe continue d'exister. On peut vivre dans le groupe en vivant seul. ça n'empêche pas ça en fait. Il suffit d'être travaillé par ce dont on hérite, ce que l'on va transmettre. Et c'est ça moi aussi un point sur lequel j'ai voulu beaucoup insister, c'est que en fait ce qui conduit au moins en partie à la relecture de la tradition religieuse telle qu'elle se fait dans le contexte de l'immigration postcoloniale et ouvrière, c'est que justement dans un contexte d'individualisation, on se pose avec encore plus d'acuité, d'acuité dramatique, la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre en fait? Et c'est un effet paradoxal de l'individualisation, c'est-à-dire qu'en fait c'est parce qu'il y a individualisation de fait, parce que en fait les contextes sociaux ont totalement changé, parce que les rythmes de la vie changent. Ça devient une responsabilité individuelle de transmettre. Absolument. Et justement, alors, le premier livre consiste à affirmer qu'il y a un groupe et qu'il faut l'accepter, et le second en fait consiste à retracer l'histoire de ce groupe au final. Et concernant l'histoire de ce groupe, je pense qu'on peut reprendre les grandes étapes du livre. Le premier chapitre, c'est sur la génération, on va dire, de nos grands-parents, c'est-à-dire les premiers ouvriers maghrébins. Moi, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là, parce que je trouve qu'il y a une forme de réhabilitation de cette génération. Là où le discours dominant dans la communauté, et selon ce que vous en dites, aussi dans les sciences sociales au final, c'est le discours qu'on connaît tous, c'était des blédards, ils ont rasé les murs, voilà, ils ont rasé les murs, ils avaient un islam rudimentaire, et ensuite la génération qui est née ici, qui a grandi ici, elle a réinvesti le religieux. Et en fait, vous inscrivez en faux et vous montrez que pas du tout, et que c'est eux, ce que vous appelez la réaffiliation, ça démarre à partir de eux. Ouais, moi, c'est un point auquel je suis... sur lequel je tiens, qui est très important pour moi. Alors pour une multitude de raisons, comme on discute comme ça aussi à l'échelle d'un parcours, je vous ai dit que moi j'ai travaillé avec ceux qu'on appelle les Tzibléri, qui eux-mêmes se nomment les frères de l'effort, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec cette génération dont on parlait. Donc effectivement les ouvriers maghrébins qui sont venus, alors pour des raisons aussi de facilité de l'enquête, c'est que étant moi-même blédard, il était assez facile pour moi de socialiser avec ceux qui me ressemblent en termes d'héritage, de culture, etc. Et donc effectivement, moi ce qui est très frappant pour moi, c'est la manière avec laquelle cette génération-là, ceux qu'on appelle les anciens, sont perçus à la fois en fait dans les sciences sociales, vous avez raison. Alors ça dépend parfois des affiliations politiques. On peut avoir un discours très misérabiliste. Effectivement ils ont rasé les murs. C'est Sayed par exemple, Sayed, l'immense sociologue algérien, dont je m'inspire énormément. Mais effectivement qu'il y a ce discours-là à propos des ouvriers immigrés, notamment dans leur rapport à la tradition. Vous savez, c'est aussi le discours de la double absence. En fait, ils étaient ni là ni là-bas. C'est lui qui théorise la double absence. Tout à fait. C'est Sayed. C'est vraiment le concept est dû à Sayed. Et en fait, je trouve que ce discours qui est, qui vise à insister sur la violence qui leur est faite, a raison, il manque en fait à quel point cette génération-là en fait a été très active. C'est-à-dire que effectivement, cette génération-là a eu à se poser une question totalement vertigineuse, c'est-à-dire comment transmettre dans un contexte d'extrême marginalisation. C'est pas simplement une marginalisation économique, c'est aussi une marginalisation morale et qui en fait a des conséquences très nettes. Donc j'en parle souvent, mais par exemple quand on pense au début des années 80 en fait à ce qu'on va appeler l'épidémie de l'héroïne dans les cités. Donc on voit dans les familles des gens disparaître en fait parce que deviennent toxicomanes et puis tout ce qui s'ensuit, le sida, les internements, la mort parfois par overdose.
quand on constate tout ça, en fait, on se pose la question, et ceux qui se posent la question, ce sont ces anciens, en fait, de comment sauver nos enfants. Voilà, c'est ça, en fait, le point de départ. Ce que vous appelez la crise de l'affiliation. Tout à fait, j'appelle ça la crise de l'affiliation, parce qu'effectivement, dans le contexte du déracinement migratoire et de la marginalisation en France, et aussi de la fin de l'industrie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui avait justifié l'immigration et en fait qui est en train de disparaître, crise morale, et effectivement, qu'est-ce qu'on a à transmettre, qu'est-ce qui permettrait une filiation. Alors voilà, ça c'était mon point de départ. Alors j'ai voulu montrer par exemple qu'un phénomène social totalement manqué par les sociologues ou les anthropologues, mais par contre pour le coup très su dans la communauté musulmane, c'est la construction de mosquées. Un extraordinaire phénomène qui commence à la fin des années 70, surtout au début des années 80, et puis qui prend son essor dans les années 90 et puis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est en fait, on a voulu construire des mosquées dans les cités, à côté des cités, là où vivent en fait les musulmans et les musulmanes. Alors ça, c'est un phénomène très important parce que c'est un effort, comme vous le savez, existentiel. On parle d'une communauté qui, à ce moment-là, est extraordinairement précarisée. Il y a très peu de moyens. Et comme vous le savez aussi, le discours qu'on a dans le débat public français, que en fait, ce sont des financements étrangers, totalement faux. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment absolument négligeable ce qui vient de l'étranger. En fait, l'essentiel, c'est un effort de la communauté elle-même. Et en fait, ça, c'est un point que je regrette beaucoup de ne pas avoir inclus dans mon livre. Mais c'est pas que les hommes, c'est les femmes aussi, les femmes qui vendent leurs bijoux. Enfin, il y a en fait un effort généralisé de cette génération-là pour construire des mosquées. Et pourquoi on construit des mosquées ? On construit des mosquées parce qu'en fait, il faut offrir une perspective morale aux enfants. En fait, il faut leur apprendre le bon comportement. Je cite à dessein un entretien que j'avais fait avec quelqu'un qui justement dirigeait une mosquée là où j'ai travaillé. Et donc, en fait, c'est d'emblée une invitation que font les anciens à leurs enfants. C'est ça qui est très important. D'ailleurs, ça, c'est donc on sait en général dans la communauté cette question de la construction de mosquées, mais par contre ce que l'on voit moins, parce que effectivement hélas c'est un problème, en fait dans les générations suivantes on a ce discours sur les parents que leur islam est un islam paysan, blédard, que c'est celui avec lequel ils sont venus des pays d'origine. C'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Eux aussi se sont transformés. Dans cette histoire-là, eux aussi se sont transformés. Eux aussi ont opéré une relecture. Et puis surtout, c'est eux qui invitent les générations suivantes à la piété. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a relecture collective de la tradition, s'il y a en fait des formes accrues de piété, de travail sur soi, etc., ça part d'eux. Ça part évidemment d'eux. Voilà. Donc effectivement, moi c'était très important pour moi à la fois contre le discours des sciences sociales, mais aussi en fait contre une perspective commune au sein de la communauté. Je voudrais peut-être d'ailleurs en partant de ça dire un mot de ces deux livres que j'ai publiés à peu de temps d'écart. Je me permets de le dire là dans ce podcast. En fait, ils avaient un public un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes en fait. Mon premier livre, La Cité des musulmans, était une critique de la manière avec laquelle on a abordé ce groupe-là au sein du débat public français, débat public et intellectuel français. Et j'ai voulu montrer qu'en fait la manière avec laquelle on a abordé ce groupe-là aboutissait à les formes de fascisation dont on est témoin à l'heure actuelle. Bon, voilà, ça c'était une sorte de lettre, si on veut, à la société majoritaire, à la société globale, à la société majoritaire. Beaucoup, si je peux me permettre, je trouve, à la gauche blanche aussi. Beaucoup à la gauche, effectivement majoritaire, la gauche blanche, tout à fait, absolument. Le second livre est une lettre aux musulmans. Une lettre aux musulmans et musulmanes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu leur raconter, je le dis avec beaucoup de prétention et je ne devrais pas, mais j'ai voulu leur raconter à nouveau en fait leur propre histoire, et en fait leur propre histoire dans ce qu'elle contient de quête morale, de recherche de justice, de recherche de solidarité, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, je crois, en fait, la voie pour moi, la voie unique pour moi, pour un groupe, que de en fait avoir quelque chose à proposer à autrui, c'est-à-dire en fait de relire sa propre histoire et de voir en fait à quels idéaux il tient. Voilà. Et comment il les transforme pour les offrir à autrui. C'est ça en fait tout l'objet du livre, c'est ça, c'est re-raconter aux musulmans et aux musulmanes leur propre histoire pour qu'ils sachent quoi en faire. Voilà. Et en fait, et surtout en tant que musulman, quand on lit le livre, on se rend compte qu'on est quand même, on n'est pas si bien informé que ça sur notre propre histoire, et les propres représentations qu'on a ne sont pas si justes. Je prends un exemple, ça tombe bien, c'est le déroulé du livre, c'est le chapitre 2 sur les Tebiri, les frères de l'effort. En tant que musulman qui a grandi en France,
nous, ça peut nous paraître, surtout pour ma génération, ça peut nous paraître comme étant un phénomène relativement marginal. On en connaît tous, mais c'est quelque chose où c'est des gens qu'on voit de loin, ils viennent dans les maisons, etc. etc. Mais moi, quand je pense aux grands mouvements doctrinaux qui traversent la communauté, je pense évidemment à la salafia, le réformisme, le retour des madahib, etc. etc. Mais vous, ce que vous montrez, c'est qu'en fait, les frères de l'effort, ça a été, ça a un peu été la matrice de l'islam des populations issues de l'immigration postcoloniale. Tout à fait. Alors, c'est un point que parfois on me conteste. Ça arrive qu'on me dise que j'exagère en fait la portée des frères de l'effort, mais je crois quand même que on se trompe. Je crois que cette contestation n'est pas justifiée parce que en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement, vous avez raison, il y a une question de à quel moment on se place. À l'heure actuelle, il est évident que j'ai un collègue qui travaille dessus, le néo-malikisme par exemple, est un courant en termes de nombre au moins beaucoup plus important que les Tzemliri. Enfin, je sais pas, il faudrait quantifier, je sais pas, ce serait à vérifier. Ines von Pratt, Ines von Pratt, tout à fait. Voilà. Donc, on pourrait avoir en fait cette vision-là de, en fait, à l'heure actuelle, en fait, ils sont en perte de vitesse. Même ça, j'en suis pas tout à fait certain. Je pense que ça dépend beaucoup en fait des endroits où on se place et des endroits où ils sont très centraux. Bon, là, j'ai travaillé. À l'heure actuelle, ils sont extrêmement centraux. Kishisoua, il y a plein d'endroits comme ça. Donc, voilà. Et tout ça demanderait à être un peu affiné. Mais en fait, plus encore que la question de l'antériorité historique, c'est qu'en fait, les Tzemliri de fait, en fait, même si ils sont peut-être en perte de vitesse aujourd'hui, encore il faudrait le vérifier, mais en fait ils ont été extraordinairement importants à un moment donné, dans les années 80 et les années 90, mais au-delà même de ça, au-delà même en fait de espèce d'historicisation qu'il faut faire, il y a pour moi quelque chose de plus important, qui est que en fait leur discours a épousé, mis en forme en fait l'inflexion qu'a fait subir l'immigration post-coloniale ouvrière à la tradition islamique. En fait, les Tzemliri ont deux postulats majeurs. Et je crois que vraiment il faut les souligner. Le premier, c'est que l'islam est complet là où se trouvent les musulmans. Ça, c'est un point important. Ça, c'est, par exemple, la salafia ne dit pas ça. La salafia ne dit pas ça. Elle dit, la salafia, en fait, si on est conséquent quand on est salafi, a priori, on ne reste pas. Bah, évidemment, hijra, évidemment. D'ailleurs, mais donc ce point de vue qui existe dans la communauté, si on peut dire, qui est le point de vue orthodoxe, en fait, le point de vue de l'islam classique, qui est une religion qui s'est toujours conçue comme majoritaire. Donc il y a aussi une séparation très hermétique dans l'islam. Évidemment. Alors, en termes d'histoire, on pourrait un petit peu contester ces catégories quand est-ce qu'elles apparaissent, etc. Mais disons, en fait, dans la pensée islamique classique, effectivement, voilà, en général, on ne pose pas la question de l'existence minoritaire dans une société qui n'est pas majorité musulmane. Mais en fait, c'est ce point donc, qui est censé être orthodoxe, qui est censé être classique, en fait, aujourd'hui, alors il existe, il est porté par certains salafis, mais en fait, force est de constater qu'il est extrêmement minoritaire dans la communauté. C'est-à-dire en fait, l'essentiel de la communauté ne pose pas les choses dans ces termes-là. Et ça, par exemple, de manière très pratique, ça, c'est un effet de cette espèce de découverte théologique, alors que les Tzemliri ne sont pas les seuls à faire. Les Tzemliri le mettent en discours, ils ne sont pas les seuls, que en fait l'islam est complet là où se trouvent les musulmans. Ça a été une rupture dans l'histoire religieuse de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, on s'autonomise par rapport aux sociétés d'origine. On s'autonomise religieusement. C'est-à-dire en fait, ce ne sont plus les sociétés d'origine qui sont réputées d'être détentrices de la vérité religieuse. Donc, extraordinaire mouvement d'autonomisation d'un groupe au moment où il est le plus précaire. Ça, les Tzemliri l'ont porté. C'est intéressant parce qu'on parlait, c'est pas dans le livre, mais ça me fait penser, notre discussion me fait penser à ça. On parlait de néo-malikisme, par exemple. Le néo-malikisme fait l'inverse. Le néo-malikisme vous dit que pour vous former à la religion, vous devez aller au Maroc ou en Tunisie. En fait, c'est tout à fait l'inverse. Il vient nous dire que en fait, ce sont les sociétés à majorité musulmane qui détiennent la vérité de l'islam. Les salafis aussi dans une certaine mesure, avec l'Arabie Saoudite, évidemment. Bon. Premier postulat, donc, complétude de l'islam, là où se trouvent les musulmans, et qui est un point très compliqué, très important, qu'ils défendent. Ils ne sont pas les seuls, les réformistes, certains l'ont eu assez tôt. Pensez à Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, en fait, moi j'explique son succès initial dans la communauté musulmane en France
par ça, en fait, il est le premier à dire en fait aux musulmans, je ne sais pas s'il est le premier, mais en tout cas, il est celui qui a su dire le plus fort et de la manière la plus articulée, si on veut, que en fait, ils n'étaient pas des sous-musulmans. Pas du tout. Musulmans et français, qui étaient musulmans. Et que même ils étaient une chance pour l'islam. C'est-à-dire en fait, il leur a redonné une fierté en tant que musulmans. Donc pour moi, c'est ça qui explique hein, l'extraordinaire charisme de Ramadan. C'est pas son talent, c'est pas simplement son talent. C'est aussi en fait que il a redit aux musulmans ce point-là qui avait été dit par Tebleri. Vous pensez que ça, lui, il l'hérite en partie. Enfin, il arrive après Tebleri chronologiquement. Oui, je pense qu'en fait, les Tebleri ne sont pas les seuls à l'avoir dit. Quand on pense aux anciens déjà en fait qui construisent des mosquées, déjà dans leur geste, il se trouve une autonomisation à l'égard des sociétés d'origine. Donc, encore une fois, je me souviens d'un entretien très intéressant, en fait, où vraiment la personne me dit en fait, qu'il a décidé de prendre la tête de la mosquée quand sa sœur au Maroc lui a reproché de ne pas avoir enseigné l'arabe et l'islam à ses enfants. Donc, en fait, il prend la tête de la mosquée parce que en fait, il veut répondre à sa sœur au Maroc. Donc, vous voyez, en fait, l'autonomisation est même très incarnée. Mais alors, Tebleri, encore une fois, en fait, vont le mettre en pratique, c'est les visites effectivement qu'on se fait les uns les autres, et en fait ils en aboutissent au second postulat qui est radicalement neuf dans la tradition islamique, qui est que en fait la communauté c'est la scène du salut. Pour que chacun soit sauvé, il faut que tous soient sauvés dans la communauté. Ça, c'est pas un point classique dans la tradition islamique. Hein. C'est pas la tradition islamique, c'est un point, je crois, qui n'est pas assez souligné. C'est une tradition qui est assez individualiste dans sa pensée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend le fiqh, alors évidemment, il y a des obligations qui incombent à la communauté, mais l'essentiel, et même toutes les adorations, le fiqh des adorations, incombe à l'individu. L'individu, quand on est jugé seul. C'est ça. Les fatwas répondent à des situations individuelles. Totalement. Ce sont des individus qui vont poser la question au qadi, au mufti, et qui vont récolter des avis légaux. Donc effectivement, c'est très ancien. Je vous invite à lire un livre très important de Ahmed al-Shamsi, qui a écrit un livre sur Shafi'i, qui est vraiment le grand fondateur du fiqh, même s'il y avait l'imam Malik avant, mais en fait c'est lui qui en fait institue les usul fiqh, donc l'épistémologie en fait avec la risala évidemment. Et en fait, on montre bien qu'en fait la pensée est assez individualiste, et c'est toute la grandeur en fait de la tradition islamique, parce qu'en fait c'est aussi lié au fait que en fait l'islam s'est construit comme une religion impériale et a permis en fait à énormément de communautés, de formes de vie d'exister. Donc en fait, je dis pas ça dans un sens critique, c'est pas grave en fait que la tradition islamique. Mais surtout que là, vous êtes encore une fois à rebours avec le discours dominant qui dit beaucoup l'islam ne connaît pas l'individu, etc., etc. Vous montrez selon vous, c'est vraiment la question de l'individu. Je ne sais pas si on peut parler d'individualisme, parce que dans le débat public, il y a un côté négatif, mais en tout cas, la question de l'individu, vous dites, elle est au centre de l'islam dès le départ. On le trouve même dans la langue. Hein. Dans la langue, il y a un certain nombre de dialectes arabes où en fait l'individu se dit abd. L'abd étant celui qui adore, celui qui sert en fait. Donc vous voyez en fait justement l'islam a très tôt en fait institué le sujet adorant comme un individu. Oui, même le Coran, vous ne serez jugé que sur vos actes propres, etc., etc. Tout à fait. Donc en fait cette configuration là qui est celle de l'islam classique, en fait elle est maintenue par l'immigration évidemment. Hein. Justement il y a encore plus d'individualisation, donc c'est pour ça qu'en fait l'impératif de la piété incombe encore plus aux individus, mais dans la configuration de l'immigration, ce qui se passe, c'est que la communauté devient aussi une scène de salut. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est le souci de soi, ça c'est les Tebleri qui, encore une fois, le mettent en discours de manière très forte, c'est en fait le rapport du souci de soi, la piété, vous devez être pieux, chacune doit être pieux, avec le souci des autres. Tous doivent être pieux. C'est ce rapport-là, en fait, qui est la scène de salut, en fait, dans l'expérience minoritaire, dans l'expérience des Arabes de France. Ça, c'est une nouveauté radicale dans l'histoire de l'islam. Ça, par exemple, c'est dans un contexte autre, si on pense au judaïsme, ça existe dans l'expérience post-exilique, minoritaire, diasporique des Juifs. Chez les musulmans, c'est beaucoup plus rare, vous voyez. Donc, encore une fois, deux postulats théologiques, la complétude de l'islam et la communauté comme scène de salut, qui sont radicalement neufs en fait dans l'histoire religieuse musulmane. Et sur cette question de l'individualisation, est-ce que vous direz que la communauté française des musulmans a développé cet aspect individuel, cette question de l'individu qu'il y a au sein de l'islam, et si oui, comment ça s'est produit?
savez, en fait, moi, j'ai un rapport à la tradition que j'essaie de voir comme une grammaire. En fait, une grammaire, ça veut dire en fait une série de structures. C'est pas juste de dire qu'on peut dire n'importe quoi. En fait, c'est pas vrai. L'islam a un certain nombre de coordonnées qui le fondent. Par exemple, Khatm an-Nubuwwah. En fait, le sceau de la prophétie, c'est un point essentiel, en fait, surtout pour l'islam sunnite, évidemment, parce que les chiites considèrent qu'en fait, quand même, en fait, la guidance, en fait, se perpétue dans la lignée des imams, en fait. Donc, du coup, alors que chez les sunnites, la révélation est totalement finie. Et c'est pour ça que le fiqh a autant été investi. Totalement, parce qu'il fallait bien essayer de comprendre qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie maintenant que la révélation était finie. Et donc du coup, évidemment, toute en fait l'histoire de la tradition islamique peut être lue ensuite, la tradition sunnite, comme la réponse à cette question. Comment on gère notre vie maintenant qu'on n'a pas l'appui direct sur la révélation? On a le Coran et ensuite on va commencer à canoniser des nouvelles sources, le hadith, le fiqh, un certain nombre de choses. Voilà. Alors pour ne pas aller trop dans une dimension historique, donc en fait quand on pense la tradition islamique comme une grammaire, ça veut dire en fait qu'il y a aussi des choses qui étaient latentes. En fait, il y avait un mode majeur, l'orthodoxie, si on veut, qui n'est pas juste en fait, ce ne sont pas juste des textes. En fait, l'orthodoxie, c'est la manière avec laquelle, en fait, dans l'histoire de l'islam, en fait, se sont configurées les choses, de manière historique. Vous voyez, c'est-à-dire en fait l'expérience historique qui va surdéterminer en fait une lecture possible de la tradition, de ses sources, etc. C'est ça en fait, moi, la manière avec laquelle je vois l'orthodoxie, c'est pas juste dire l'orthodoxie c'est ce qu'a écrit Ahmed ibn Hanbal, c'est pas ça. En fait, c'est le problème auquel on répondait. exactement. C'est-à-dire en fait la somme des épreuves historiques en fait auxquelles on fait face les sociétés à majorité musulmane, et dans leurs débats aussi internes, dans leurs débats entre elles, qui en fait va aboutir à une certaine lecture majoritaire, si on veut, de la tradition islamique. Et bien, ça ne veut pas dire que cette lecture majoritaire était la seule. Il y a toujours eu des potentialités latentes, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est assez important pour moi, en fait, dans le cas de l'immigration post-coloniale ouvrière, c'est qu'en fait, d'un côté, ils radicalisent, en fait, ils radicalisent sans aucune connotation négative. Hein. Je veux dire, juste, ils intensifient quelque chose qui était là, l'individualité de la piété, hein, c'était là, mais en fait, dans l'expérience minoritaire, ça devient d'autant plus fort, hein, c'est frappant. Vous vous rappelez en début d'entretien que moi j'avais grandi dans une société à majorité musulmane, c'est vrai, et c'est au Maroc, et c'est vrai que en fait je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais en fait ce rapport différencié des individus à la piété, hein, je pense que tous les enfants de l'immigration en font l'expérience quand ils rentrent chez eux au Maroc, c'est-à-dire qu'en fait ils voient bien qu'il y a une différence en fait entre eux et leurs cousins et leurs voisins, etc. C'est-à-dire qu'en fait qu'il y a un rapport beaucoup plus existentiel à la piété religieuse en fait dans le contexte migratoire que dans le contexte minoritaire, disons, que dans le contexte majoritaire. Je pense que tous les parce qu'en fait, dans nos pays d'origine, comme être musulman, ça va de soi, personne ne va questionner l'islamité des gens. Il n'y a pas de surinvestissement de cette question, contrairement à nous, c'est un enjeu. Bien sûr. En fait, c'est pas juste en négatif, c'est pas juste en fait parce que en fait il y a, je sais pas, la pression de la société majoritaire, etc. C'est pas simplement ça, c'est qu'en fait il y a eu une individualisation aussi plus poussée, notamment religieuse, en fait, qui fait que l'impératif de la piété en incombe vraiment à chacun, en fait, et notamment par l'adoration. Ça qui est très frappant, c'est qu'en fait c'est pas tellement par la politisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, je sais pas, un marqueur essentiel de ce que serait que la piété religieuse dans une société à majorité musulmane, c'est un discours politique qui va avec en fait cette piété. Par exemple, dire qu'il faut un État islamique, hein, pas l'État islamique, hein, pas l'organisation, mais un État islamique. Hein. En France, c'est pas le cas. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas en fait par le discours politique en fait qu'on surinvestit, c'est votre terme, la tradition. C'est par en fait un surcroît d'adoration rituelle. Vous évoquiez mon collègue Younous Fanprat. Younous, par exemple, il le voit dans le rapport au savoir. En fait, c'est vraiment très frappant aussi, par exemple, de voir à quel point énormément de gens dans la communauté musulmane en France vont aller dans les instituts de savoir religieux, en fait, vouloir en apprendre plus en fait sur la religion, sur la manière de la pratiquer, et ça, en fait, ce n'est qu'un effet possible de la quête existentielle de piété. En fait, c'est ça comme ça que moi je lis la chose. En fait, encore une fois, vous allez dans une société à majorité musulmane, ça existe, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup moins, disons, généralisé que ça ne l'est dans un contexte comme celui de la France. Donc effectivement, individualisation supérieure de la piété qui vient en fait de quelque chose qui était réel, on en parlait à l'instant. Enfin, l'islam a une dimension individualiste, c'est-à-dire qu'en fait qu'elle préconise en fait que la piété soit individuelle, mais
cette dimension du vieux qui a été, disons, atténuée par toute une série de dispositifs propres à la tradition islamique dans les contextes majoritaires dans leur histoire, en fait, va être intensifiée en contexte minoritaire. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est celui du rapport à la communauté, en fait la communauté comme scène en fait de salut religieux. Là, je crois que la nouveauté pour moi est plus radicale. Alors il y a peut-être en fait un point qu'il faudrait ici évoquer, c'est que je parlais de Sebleri qui pour moi mettent le mieux en fait en forme ce rapport du souci de soi avec le souci des autres. C'est-à-dire en fait chacun doit se sauver et tous en fait doivent se sauver. Les Sebleri, vous le savez sans doute, sont nés dans un contexte minoritaire. En fait, leur théologie en Inde, sont nés en Inde, tout à fait. Et donc, effectivement, je crois que en fait, le fait qu'ils viennent d'un courant originellement soufi, alors ils s'en distinguent un petit peu, mais ils viennent d'un courant originellement soufi dans un contexte minoritaire, en fait, ça fait que c'est une théologie qui est assez différente, par exemple, du réformisme, de la salafia, voilà. Donc, je crois qu'en fait, cette nouveauté, elle vient de l'un des rares contextes, d'ailleurs, ils ne sont pas si rares, mais dans un contexte très important, l'Inde, un pays très important pour la tradition islamique, mais où l'islam a toujours été minoritaire, même s'il a pu gouverner à un moment, mais quand même était minoritaire. Voilà. J'aimerais revenir sur la question du sceau de la prophétie, parce que ça amène au point que j'ai trouvé très stimulant dans votre livre, c'est-à-dire c'est la question du théologico-politique. En fait, vous dites que avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là on a la clôture de la révélation et en fait c'est la fin de la capacité de l'islam à proposer ce que vous appelez vous une proposition politique terrestre à partir de là, et qu'en fait c'est vrai que quand on regarde le fiqh, en fait le fiqh n'a pas tant investi le droit public, les questions politiques, et d'ailleurs on peut aussi dire que le fiqh n'a pas autant investi les questions politiques parce que on a mis hors du domaine religieux la politique très rapidement pour les besoins le besoin de l'empire en fait. Et donc vous dites, c'est une phrase que j'ai notée, vous dites le fiqh règle les conduites, le tasawwuf sublime les âmes, mais aucun ne se révèle apte à formuler une politique terrestre. Cette faille, ce retard de la justice sur la révélation, que le réformisme puis la pastorale des immigrés et de leurs enfants tenteront de combler, en restituant au salut son caractère proprement théologico-politique. Pour vous, en fait, c'est le grand enjeu aujourd'hui, c'est que cette question de la proposition théologique politique, elle s'est posée au contact de l'Occident, avec la fameuse question de comment rattraper l'Occident. Ça a d'abord été le réformisme islamique, Jamaluddin al-Afghani, etc., etc. Et vous expliquez que ce qu'on est allé d'échecs successifs en échecs, et qu'aujourd'hui, en fait, ça nous incombe finalement de répondre à ces questions, quoi. Alors, vous avez raison, et je vous remercie de votre lecture. Enfin, c'est toujours extrêmement agréable pour un auteur que d'être lu avec autant de finesse. Merci beaucoup. Alors, sur la question de l'échec, alors vous avez raison, il y a indéniablement échec, mais moi, ce sont des tentatives auxquelles je suis extrêmement attaché. En fait, c'est-à-dire le réformisme dans sa grandeur. Si on pense à Mohamed Abdo, il y a une grandeur morale qui est incontestable en fait, et une audace en fait aussi théologique, hélas, qu'on a perdu ensuite. C'est-à-dire que vraiment il faut le souligner. Mais peut-être pour revenir un petit peu avant, c'est-à-dire que effectivement la voie qu'a choisie l'islam sunnite en particulier en fait, parce que l'islam sunnite encore une fois a d'autres coordonnées. C'est-à-dire qu'en fait cette question de la révélation qui est close, elle est très contestable en islam chiite. C'est-à-dire que vous avez des imams en fait qui étant de la lignée prophétique, en fait, succèdent sur un plan de la révélation aux prophètes, c'est-à-dire qu'en fait, qui continuent, eux, à recevoir la révélation, ils sont inspirés par le divin, par Dieu. Donc ça, c'est déjà une rupture majeure, parce que en islam sunnite, cette idée de l'inspiration divine, en fait, elle est quasi inexistante. Il y a d'autres choses, il y a l'idée de la guider, mais c'est pas tout à fait la même chose que l'inspiration. Les hidayas, c'est pas tout à fait la même chose que le wahi, ce sont deux notions différentes. Alors, donc l'islam sunnite pour le coup clôture effectivement le temps de la révélation, le temps de la prophétie, et c'est ce dont on parlait plus tôt, en fait, doit se poser la question de comment faire société. Alors, ce qui se fait très tôt, c'est que l'islam sunnite, vous savez comme moi dans l'histoire islamique, va donner lieu à des grands empires, les Omeyyades puis les Abbassides, et ces grands empires, on le sait moins, on l'oublie, vont gouverner des sociétés où la majorité n'est pas musulmane.
n'est ni arabophone ni musulmane. Vous savez, si on prend la Syrie et l'Irak ne deviennent à majorité musulmane qu'au Xe siècle. Très tardivement, c'est-à-dire après plus de 3 siècles en fait, de gouvernement musulman. Et là-dessus, il faut rendre hommage à l'islam, parce que très clairement, il n'y a pas de tentative d'homogénéisation brutale des sociétés, des populations. Différence majeure avec le christianisme. Par exemple, le christianisme gouverne, il faut que le gouvernant et sa société aient la même religion. Voilà. En islam, c'est pas vrai. C'est-à-dire que en fait, les grands empires peuvent gouverner soit sur des sociétés à majorité non musulmane, soit en permettant l'existence de minorités très importantes. Tout l'Orient musulman. Avec leur autonomie, les minorités. Tout à fait, qui se jugent elles-mêmes. Alors, on en parlait, il ne faut pas idéaliser. En fait, c'est des sujets de second ordre. C'est aussi en fait que chaque fois qu'il y a une crise, en fait, comme en fait ces minorités tiennent beaucoup sur leur alliance avec le gouvernant, avec le sultan, avec le calife. En fait, quand il va y avoir une contestation du sultan ou du calife, c'est souvent les minorités qui vont être attaquées. Donc, il s'agit de ne pas idéaliser. Mais de fait, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une diversité religieuse en Orient musulman. Le Maghreb est un petit peu différent là-dessus. Mais en Orient musulman, Machar, il y a une diversité religieuse absolument introuvable en Europe, par exemple. L'Europe a totalement homogénéisé sur le temps long, éradiqué voilà, tout ce qui n'était pas la religion du gouvernant. Et ça, c'est un point intéressant parce qu'en fait, ça nous dit aussi autre chose. Ça nous dit que, en fait, il y a une sécularité islamique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'exercice d'une politique qui n'est pas simplement, en fait... Et depuis le début, tout à fait. Donc ça, c'est un point important. D'ailleurs, c'est aussi, vous savez, le discours réformiste va beaucoup partir de ça, en fait, va beaucoup partir de la critique en fait, des Omeyyades, parce que, en fait, finalement, les Omeyyades ne sont pas tant musulmans que ça, on le sait, ils sont très peu pieux. Donc voilà, voilà, les Yazides, les grands massacres... de Karbala, évidemment. Donc, bon, les réformistes, en fait, vont répondre à ça, à l'ère moderne, en disant, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment appliqué l'islam. En fait, c'est ça le grand point. Et en plus, ils ont institué la monarchie, alors qu'en fait, l'islam devrait être califal. Tout ça est aussi une reconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Aujourd'hui, on sait que, en fait, le califat lui-même, c'est un terme, en fait, qui est assez tardif. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais, en fait, ce qui est important, c'est que en fait, cette histoire de l'islam, donc l'islam sunnite où il y a une certaine individualité et il y a une certaine sécularité, fait que en fait la religion n'a pas eu à élaborer ses propres formes de justice. C'est ça en fait le point important, c'est que effectivement vous en parliez à l'instant, le fiqh peut remplir des bibliothèques entières. On peut trouver, on peut faire tout Paris en bibliothèque de fiqh si on veut. Enfin, c'est extraordinaire comme production. C'est une production à laquelle il faut rendre hommage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un exercice de savoir qui, à mon avis, fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Enfin, il y a une méthodologie. Donc voilà. En pensée politique, on a très peu de choses. On a très peu de théologie politique islamique. Vraiment, ça n'a pas pris en fait. Il y a eu une époque, les principes gouvernementaux, etc. On a essayé de penser le politique, mais... Ah mais c'est quelques titres, c'est quelques livres. On peut penser, oui, effectivement, à Al-Mawardi, on peut penser à Al-Farabi, on peut penser à... il y a quelques titres, quoi. Il y a en fait des principes, effectivement, vous avez raison, mais il y a... très peu d'interrogations. Là, pour le coup, la comparaison avec le christianisme se fait au détriment de l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, la théologie politique chrétienne, évidemment, elle est incomparablement plus fournie, plus compliquée, plus riche que la théologie politique. Mais en fait, c'est pas le problème de l'islam en fait, c'est le problème de la configuration historique. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam s'est construit d'une certaine manière, en fait, qui fait que effectivement, la religion en tant que telle n'a pas eu à se prononcer sur la justice. En fait, c'est ça qui est le point le plus important. Alors le problème de ça, c'est en fait, on pourrait à la limite le défendre, dire effectivement, on a été laïque avant l'heure. Ça, on pourrait répondre à ça. Et en fait, le problème, c'est que ça aboutit qu'à l'ère moderne, au moment effectivement où il y a l'ère moderne, c'est toujours un surcroît de politisation. C'est-à-dire en fait que la vieille politique impériale, chacun vit sa vie de son côté, n'est plus possible. En fait, il y a un débat public qui apparaît, il y a en fait un défi historique qui est posé par l'Europe conquérante, qui colonise. Donc tout ça fait que en fait, il faut répondre. Et alors, on se retrouve avec hélas, pardon,
assez peu de ressources pour répondre. C'est ça, en fait, le point essentiel. Et donc, en fait, d'où un certain nombre de réponses réformistes qui, en fait, voilà, le retour à ce qui serait une tradition, disons, épurée de tout ce qui aurait été déviant. En fait, on veut tirer un trait sur 14 siècles d'histoire islamique pour revenir au temps prophétique. En fait, donc, toute une série de réponses qui témoignent en fait, de cette immaturité en fait, de la pensée politique. Et ça, c'est ce que vous appelez la difficulté à articuler un projet théologique ou politique. Et moi, justement, ma question, ça serait sur est-ce qu'il n'y a pas une vraie différence entre sunnisme et chiisme là-dessus, comme vous disiez, parce que moi, à travers mes lectures, j'ai l'impression que les chiites, pour le coup, ont beaucoup plus réussi à penser la question de la justice à partir de leur religion dans le contexte actuel, au vu de la lutte des classes, etc. Et je pense à l'auteur que vous citez, vous, en entrée du livre, c'est Shariati, en fait. Et Shariati, c'est vraiment ça, c'est la capacité. Et d'ailleurs, il n'est pas vraiment dans la dichotomie sunnite, chiite, stricte, etc. Mais ouais, c'est ça. Et comment vous expliquez cette différence entre le chiisme, est-ce que vous êtes d'accord, et comment vous expliquez cette différence entre le chiisme et le sunnisme? Je crois que c'est indéniable, que le chiisme ait produit bien plus, incomparablement, plus incomparablement, plus que le sunnisme, ça me semble indéniable, absolument indéniable. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, le chiisme, comme d'ailleurs, en fait, l'essentiel des courants religieux islamiques, sauf le sunnisme. En fait, c'est vraiment le sunnisme qui fait exception, parce que le sunnisme a tout de suite été en fait assez gouvernemental, si on veut. Mais en fait, disons, si on prend le chiisme et si on prend même les déclinaisons internes du chiisme, l'ismaélisme, le druzisme, etc., en fait, tous fonctionnent selon un modèle qui est en fait celui de la gnose, celui que j'appelle la gnose. C'est-à-dire en fait cette idée que la vérité en passe par l'initiation. Il faut être initié et progresser dans un clergé, en fait, pour aboutir à la vérité religieuse. Encore une fois, le sunnisme procède de manière très différente. Le sunnisme procède selon un raisonnement aristotélicien, notamment dans le fiqh, qui est que en fait, chacune devrait être capable de trouver toute la rationalité religieuse par lui-même. En fait, c'est assez différent. Et en fait, dans ces autres courants islamiques, le chiisme, l'ismaélisme, plein d'autres, en fait, le chiisme duodécimal, l'ismaélisme, c'est du chiisme, c'est dire autre que le chiisme qu'on connaît, même des courants encore plus minoritaires. En fait, ça aboutit assez régulièrement à des formes théocratiques. En fait, jusqu'à l'Iran actuel. L'Iran actuel, c'est le wilayat al-faqih, le gouvernement du sachant, si on prend le faqih comme étant le sachant, ou le clerc, si on veut, etc. En fait, d'ailleurs, j'ai un collègue là-dessus qui montre bien en fait que mon collègue s'appelle Anoush Ganjipour, qui est un spécialiste de l'islam chiite notamment, qui est philosophe, et qui montre que en fait le modèle proposé par Khomeini est très platonicien, c'est le philosophe roi. En fait, c'est ça qui. Ils s'en revendiquent d'ailleurs. Oui. Et ils s'en revendiquent, tout à fait, ils s'en revendiquent. Donc, effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, cette espèce d'arrière-plan théocratique du chiisme et des autres courants islamiques fait que la question de la politique, alors très souvent pour le pire, mais est pensée de plein pied. C'est-à-dire qu'en fait, la question politique est une question religieuse par excellence. Le chiisme a aussi une autre caractéristique, il me semble, qui est son rapport à l'histoire. En fait, le chiisme peut en fait prendre des événements historiques ou pseudo-historiques comme en fait il peut les sacraliser. En fait, c'est-à-dire que tout le monde sait que le martyre de Hussein, par exemple, n'est pas dû au temps prophétique, et pourtant le chiisme sacralise le martyre de Hussein en tant qu'événement historique témoignant d'une lutte entre la justice et l'injustice. Les sunnites ne font pas ça. Les sunnites ne font jamais ça. Ils sont moins arrêtés au saut prophétique. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire elle-même peut être investie de. Alors, je dis ça, je ne veux pas du tout ni idéaliser ni le chiisme, vous savez, vous parlez d'Ali Shariati. Effectivement, moi, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu étant plus jeune. Et puis, je cite un passage en particulier parce qu'en fait, je cite dans mon livre sa lecture de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, et comme en fait ensuite je me réfère aux émeutes qui redémarrent, les émeutes de Clichy-sous-Bois de 2005, de la France en général, qui redémarrent la nuit du destin. C'était important pour moi en fait de faire ce parallèle là, mais Ali Shariati par exemple, j'ai une amie dont les
parents ont milité dans le mouvement qui s'en est inspiré et qui voilà, me dit quel a été aussi l'échec de cette pensée dans l'Iran post-79. Donc c'est pas pour romantiser le chiisme contre le sunnisme, c'est pas du tout ça, mais je veux juste dire effectivement que le chiisme, de par sa nature théocratique initiale, en fait, s'est posé de manière beaucoup plus stridente, si on veut, la question de la politique. Et surtout aussi, vous dites que cette, on peut dire, échec de la question théologico-politique, elle a une répercussion sur les communautés postcoloniales, enfin l'immigration postcoloniale. Et cette répercussion, pour vous, ça a été cristallisé par la question syrienne. C'est-à-dire que la Syrie a été vue comme l'utopie vers laquelle tendre avec. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on disait que la proposition politique terrestre s'est arrêtée avec les temps prophétiques. La Syrie, il y avait un réinvestissement du vocabulaire prophétique avec les muhajiroun, les ansar, etc., etc. Et en fait, vous, ce que vous dites, c'est que il y a eu projection dans une utopie et déception derrière. Tout à fait. C'est exactement ça. Vous avez raison. Alors peut-être en fait simplement pour revenir légèrement en arrière, en fait sur alors. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Moi, j'ai voulu faire un livre que j'ai très pompeusement appelé Une histoire religieuse de l'immigration, et enfin sous-titré, disons, Une histoire religieuse de l'immigration, parce que, en fait, et j'ai traité de la question de la Syrie. En fait, effectivement, il y a 2 chapitres entiers qui portent d'un côté sur la Syrie et de l'autre, en fait, sur un phénomène extraordinairement minoritaire, mais hélas central, qui sont les attentats. Et dans un livre qui, je vous le disais en introduction du propos, était d'abord destiné aux musulmans et aux musulmanes. Pourquoi? Alors pourquoi avoir fait ça? Parce que je crois que ces phénomènes qui sont extraordinairement minoritaires, et je tiens à le souligner, pour ne pas, pour refuser la culpabilité par association qu'on a proposée aux musulmans et musulmanes dans le débat public français depuis 2015, mais je pense qu'il faut que les musulmans et les musulmanes en fait comprennent en fait ce que ces phénomènes minoritaires sont venus dire d'eux. Je pense que c'est important. Et effectivement, la Syrie, ça a été une utopie, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une utopie? C'est-à-dire qu'en fait, une utopie, c'est pas, justement, c'est pas le Farabi, c'est pas la cité idéale, c'est pas Thomas More, c'est pas l'Eldorado de Voltaire, c'est pas ça. En fait, une utopie, tel qu'on la traite en sociologue, je fais référence à un auteur en particulier qui est très important pour moi qui s'appelle Karl Mannheim, c'est en fait l'intensification de vertus morales qui sont là. C'est-à-dire en fait dans un groupe qui a redécouvert l'importance de la solidarité par exemple, en fait l'utopie, ça a été de dire en fait la solidarité c'est pas simplement les parents et les enfants, c'est la Oumma tout entière et en fait c'est moi, musulman français, je dois me solidariser des musulmans syriens en train d'être assassinés par Bachar al-Assad. C'est vrai. Les Syriens étaient en train d'être massacrés à échelle industrielle dans une guerre exterminatrice par Bachar al-Assad et ses alliés du Hezbollah, de l'Iran, de la Russie. Alors, tout ça est vrai. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans cette espèce de projection, la vertu de la solidarité qui a été découverte en contexte migratoire, dans une expérience très particulière, projetée sur une scène totalement autre, ça a abouti en fait à des écarts, vis-à-vis de cette scène tout à fait autre. Et effectivement, l'écart essentiel, c'est que d'abord, en fait, hélas, ces jeunes qui sont partis en Syrie, d'abord pour venir en aide aux musulmans opprimés tels qu'ils les percevaient, n'ont pas vu que ce n'était pas simplement des musulmans opprimés, c'était aussi des révolutionnaires, qui avaient aussi une société révolutionnaire, qui avaient aussi des débats internes, qui avaient aussi en fait une geste politique qu'il fallait aborder de plein pied et qui n'a pas été assez comprise, je crois, par ces jeunes qui sont partis. Et en fait, dans ce contexte-là, contexte très compliqué de ce qu'on appelait les zones libérées, en Syrie, en permanence bombardé par le régime, vous savez, c'est les bombes barils du régime, par les Russes, en fait, dans un contexte donc extrêmement difficile, en fait, n'ont pas du tout compris quel était leur rôle dans tout ça. Donc effectivement, il y a eu, vous en parliez, ce terme muhajiroun et ansar, donc dans la tradition prophétique, vous savez, ce sont les muhajiroun de Mecca qui sont arrivés à Medina où ils ont été accueillis par les ansar, donc Mohammed et ses compagnons qui ont été accueillis par les ansar à Médine Munawwara. Et en fait, cette trame-là, telle qu'elle est reconstruite dans le contexte syrien, c'était en fait des gens qui sont venus en Europe en aide aux Syriens.
Mais sauf qu'en fait, dans la trame prophétique, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est les Médinois qui viennent en Inde aux Mécois. En fait, donc, il y a une confusion des rôles. En fait, ils prennent les deux. Ils deviennent Muhajiroun et Ansar. En fait, et ils deviennent des Muhajiroun qui sont venus non salatan, si on parle en arabe, qui sont venus en appui aux Syriens. Et donc, en fait, disparition de la société syrienne, de la trame théologico-politique qui s'est reconstruite dans ce cadre-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que une autre organisation qui est contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle naît dans le contexte révolutionnaire, enfin en tout cas elle émerge dans le contexte révolutionnaire, mais en fait pour mettre un terme à la révolution, qui est l'État islamique, va réussir à s'attirer les faveurs d'un certain nombre de ces jeunes-là, pas tous, mais un certain nombre de ces jeunes-là, et ça va aboutir à un projet politique pour le coup qui est d'une violence inouïe, dans lequel certains de ces jeunes vont s'inscrire, d'autres vont le refuser très tôt et vouloir partir. Bon, voilà, toute une série en fait de devenirs historiques en fait de cette trame-là, de cette utopie-là, tous aussi tragiques les uns que les autres. Mais ce que je veux dire, pourquoi en fait c'est important, sans parler forcément du cas en tant que tel, mais pourquoi c'est important en fait pour la communauté musulmane en fait de se réapproprier en fait cette histoire-là. D'abord parce qu'elle attaquait sur cette histoire-là, donc il s'agit d'avoir en fait un discours meilleur, plus juste que celui par lequel on l'attaque. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est aussi parce que effectivement cette utopie-là, en fait cette projection-là, elle témoigne en fait d'un défaut en fait de politisation propre en fait à leur situation. C'est-à-dire qu'effectivement, en l'absence d'un discours qui arrive à traduire le surcroît de piété, son rapport au salut collectif, qui arrive à le traduire en termes de politisation, c'est-à-dire en fait il n'y a pas de traduction en fait voilà toute cette relecture de la tradition, il n'y a pas de traduction politique à offrir à autrui. Moi j'insiste beaucoup sur ce point-là. En fait, ça permet en fait des formes de poussées utopiques comme ça qui peuvent elles-mêmes, pas toujours, mais qui peuvent elles-mêmes aboutir au pire. Et on arrive du coup sur la conclusion de votre ouvrage, dont le titre est, je dirais, éloquent, et qui est ce qui manque toujours. Et j'aimerais vous questionner là-dessus, justement. Donc, face à ce constat d'échec, moi je dirais d'échec honnêtement, entre qu'on parte du réformisme le plus libéral aux options les plus extrêmes comme Daesh, face à cet échec de la proposition théologico-politique de la communauté ici en France, comment vous voyez les choses à l'avenir? Quels sont les grands principes qu'il faut considérer? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Vous me demandez de faire de la prospective, mais non, en fait, je ne sais pas si je suis optimiste, mais voilà, je vous ai dit, j'ai commencé ce travail en me disant qu'il y avait un discours, un ferment de discours d'émancipation en fait chez les musulmans et musulmanes. J'ai cru voir en fait la possibilité chez eux en fait d'un horizon de justice en fait dans leur expérience. Je pense en fait que la question n'est pas tellement en fait comment réformer l'islam, comment adapter l'islam, c'est pas du tout ça. En fait, c'est l'aptitude d'un groupe social ou d'une société, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire, ça change un petit peu les choses, mais ça ne change pas le fond de la question. C'est qu'est-ce qu'elle a à proposer à autrui. Voilà. Pour moi, c'est ça, en fait, la mesure de la justice, c'est ça, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'elle a à proposer à autrui qui n'est pas elle, qui n'a pas vocation à être elle. Parce qu'en fait, la réponse que je connais bien chez un certain nombre d'amis, de familles musulmans, c'est peut-être qu'un jour, cet autrui se convertira. Mais c'est justement pas ça, c'est une facilité. Qu'est-ce qu'on a à proposer comme théorie de la justice à autrui, qui n'a pas vocation à devenir comme nous, et cette théorie de la justice, ou cet idéal de justice, dans un cadre où il existe d'autres idéaux de la justice, l'idéal moderne par exemple, l'idéal républicain, qui nous dit que tous les individus sont libres et égaux en droit et en devoir, avec évidemment toutes les échecs propres à cet idéal moderne. En droit est important. Voilà, en droit est important, mais c'est que la réalité ne correspond pas forcément. Mais en plus, au moment où on a dit ça, on a pu coloniser, massacrer, faire autant de génocides qu'on a voulu, etc. Donc, je ne veux pas idéaliser la modernité, évidemment. Mais en fait, dans l'idéal, il y a une proposition qui est forte. Et la question, c'est est-ce que, je sais pas, est-ce que les musulmans, je parle plus d'islam là, mais est-ce que les musulmans et les musulmanes reprennent à leur compte cette proposition et comment ils la traduisent pour eux, mais du coup, qu'est-ce qu'ils y ajoutent partant de leur propre expérience, de leur propre tradition? Est-ce qu'ils en ont une alternative? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas simplement se défendre,
c'est qu'est-ce qu'on a à proposer à autrui. Voilà. Comment est-on aussi juste, ou même plus juste, que d'autres propositions qui existent dans l'époque. Voilà. Bah pour être un peu optimiste, peut-être que justement le contexte minoritaire qui nous oblige à affronter l'altérité, et là on reviendrait sur El Tibléri, peut nous amener à être optimistes, parce que c'est une question qui est de plus en plus prise en compte, quoi. Hamza Ismaili, merci beaucoup. Merci à vous.